Allez, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Grand Air, l'émission des sports de pleine nature et de la montagne. Aujourd'hui, on va consacrer cette émission au Géant, le groupe Excellence Alpinisme National, une structure portée par la FFCAM qui vise à former les jeunes alpinistes vers le très haut niveau. Stéphane Benoît, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes un alpiniste de très haut niveau, connu pour des ascensions marquantes au Janu ou à l'Annapurna. Il y a une dizaine d'années, vous êtes aujourd'hui le responsable du Géant, un groupe que vous connaissez bien. Je crois que ça fait une vingtaine d'années que vous collaborez avec cette structure. Exactement. Et puis vous êtes venu avec deux jeunes anciens membres qui ont quitté le groupe l'an dernier, Annabelle Bouchardon et Martin de Truchis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Bon, le coach est là, donc il va falloir faire attention à ce que vous dites. Vous avez fait partie de la promo 2000 qui s'est terminée en 2024, tous les deux, c'est ça? C'est ça. Ouais. 3 ans, c'est la durée moyenne, standard Depuis le Covid, à la FFCAM, c'est la durée, oui. Parce qu'en fait, c'était 2 ans au début des équipes, c'était 1 an, après 2 ans. Et puis là, avec le Covid, on ne pouvait pas partir. C'était trop dur pour cette équipe-là de ne pas faire d'expédition, qui est le terme de l'action. Et donc, on a décalé d'1 an. Et puis alors, cette expédition, en plus, il y a eu cette tragédie. Donc, on est parti à 8, on est revenu à 5. Et terrible. Et donc, après, quand on a reconstruit le projet suivant avec leur équipe, on est resté sur ce modèle 3 ans. Et maintenant, on continue 3 ans pour l'instant. Donc, actuellement, c'est 3 ans. Alors, c'est quoi le but de cette structure, le Géant? Le Géant, c'est... Bon, nous, à la FFCAM, on a cette équipe de haute performance en alpinisme, mais à la FFME, ils ont même commencé avant nous, et ils ont le pendant. Donc le but de ces équipes, je pense que c'est le même projet dans les 2 cas, c'est d'accompagner des alpinistes qui sont déjà autonomes, qui sont déjà forts, et de leur présenter notre vision de l'alpinisme de haut niveau. Mais ensuite, peut-être qu'ils vont vivre une expérience pendant 3 ans, avant c'était 2 ans, peu importe, avec nous. Et puis peut-être qu'ils vont voir que c'était très bien, et ils ne poursuivront pas. Et puis certains poursuivront. Et dans les 2 cas, nous, l'objectif sera rempli. C'est qu'ils vivent une expérience avec nous, qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et après, c'est à eux de décider s'ils veulent poursuivre dans cette voie. Il n'y a pas de diplôme à la fin qui sanctionne les 3 ans passés au sein du groupe, non? Non, il n'y a aucun diplôme. Non, c'est une expérience... non diplômant. Annabelle et Martin, qu'est-ce qui vous a motivé à suivre cette formation, Annabelle? Moi, je m'étais dit, je commence à être prête à vivre des nouvelles aventures d'un niveau supérieur en montagne. Et le meilleur moyen d'avoir un tremplin vers ça, c'est de passer par le Géant, en fait. Donc, en étant accompagnée par des coachs très expérimentés. Et ça a été vraiment l'effet que j'en ai eu. Ça m'a propulsée vers une nouvelle dimension, on va dire, en matière d'alpinisme. Et du coup, c'était une super chouette expérience. Martin, pareil, c'était pour passer un cap, aller oui, au-delà de vos limites? Et surtout aussi pour rencontrer des copains avec qui faire de la montagne et aussi profiter de l'expérience des coachs plus expérimentés et pouvoir partir en expédition aussi. Ils sont combien, Stéphane, dans ce groupe? Il y a un nombre standard sur chaque promotion? Nous, au Géant, ils sont 9. Et donc, c'est mixte. Il y a des hommes et des femmes. Donc, il n'y a pas exactement de place réservée, mais en général, on fait 7 hommes, 2 femmes ou 6 hommes, 3 femmes. Voilà, leur équipe, c'était 7 hommes, 2 femmes. Là, actuellement, c'est 3 femmes, 6 hommes. C'est à peu près ça. Mais on ne s'interdit pas de prendre plus de femmes. Mais après, il y a quand même aussi un décalage de niveau pour avoir autant de femmes du même niveau et que ça ne perturbe pas l'équilibre dans l'équipe. C'est compliqué. Voilà, on est sur là-dessus. Alors, ils ne viendront pas forcément tous des alpinistes de très haut niveau, mais c'est un passage obligé pour ceux qui veulent suivre ce cursus-là, ce type de structure? Alors, aussi bien à la FFME qu'à la FFCAM, obligé, pas complètement, parce qu'il y a quelques cas d'exception, mais la plupart des alpinistes français de ces dernières décennies sont passés d'une manière ou d'une autre par ces équipes, à plus de 90%. Même les stars du moment, les Benjamin Védrine Oui. Ouais. Alors, Benjamin Védrine, Léo Billon sont passés à la FFCAM, Elisabeth Revol, Tiffaine Duperrier, mais il y en a d'autres très très brillants qui sont passés à la FFME et c'est très structurant dans le milieu de l'alpinisme, les groupes, parce que là c'est l'aboutissement de la filière au niveau de la FFCAM, mais il y a tous les groupes jeunes avant,
Donc Annabelle, justement, a fait les écoles d'aventure, groupe espoir. Et après, D'accord, on monte les échelons petit à petit. Pas tous, il y en a qui sautent des étapes, on ne les oblige pas à avoir fait tout le cursus. Voilà. Il y en a qui viennent de différents parcours, certains plus de l'escalade, même s'ils ont une grosse expérience en alpinisme quand ils réussissent le concours chez nous. Alors c'est un concours qui est très difficile pour rentrer, parce qu'ils sont beaucoup de jeunes. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais s'il y en a 20 qui sont excellents et qu'il y a 6 ou 7 places pour les hommes, et qu'on peut faire plus ou moins 2 équipes sensiblement de même niveau, et les places sont chères. Donc, on les sélectionne comment, justement, les prétendants? L'alpinisme, ce n'est pas un sport de compétition, donc on ne peut pas se baser sur une ranking list comme on peut le faire dans d'autres disciplines. Et oui, alors nous, moi je suis resté sur la continuité vraiment de ce qu'avait mis Christophe Moulin, ce qu'il avait mis en place. Donc on a 5 notes, une note sur la liste de course, la liste d'ascension, un entretien, une épreuve d'endurance, une épreuve d'escalade et une épreuve de dry tooling et cascade de glace suivant les conditions, suivant les épreuves, si ça tombe bien qu'on a de la glace aussi un peu à leur proposer. Donc ça, chaque note est sur 20 et après c'est les notes. Voilà. Comme à l'école, les meilleurs sont pris pour la... Voilà. Et c'est parfois un crève-cœur sur l'équipe actuelle. Le 7e homme, donc on a pris 6 hommes, 3 femmes sur l'équipe actuelle, pas la leur. Ah ouais. C'est Virgile Devin qui fait des finales en coupe du Monde de cascade de glace, et qui gagne des Coupes d'Europe. Donc ça, c'était un crève-cœur, mais les notes étaient les notes, et on ne l'a pas pris. Voilà. Là, on voit quelques images justement de ces examens notés pour rentrer dans le groupe. Ça a été compliqué, Annabelle, pour vous, cette sélection au sein du Géant? C'est forcément stressant parce qu'on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, et puis on n'a qu'un seul essai tous les 3 ans. En sachant qu'il y a un âge limite. Donc moi, j'ai fait les tests à 19 ans, donc j'avais le temps. Je m'étais dit, si j'y arrive pas, je pourrais toujours revenir dans 3 ans. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils y vont à 26 ans et c'est leur dernière échéance. C'est les 26, l'âge limite? Je sais plus exactement quel âge c'est, mais du coup, après, à 29, c'est trop tard. Donc, 26 pour les hommes, 30 pour les femmes. Voilà. Et Martin, j'ai compris que la concurrence était encore plus compliquée quand on était un garçon pour rentrer dans le groupe? Oui, après, moi, j'ai découvert le Géant 1 an avant les sélections. C'est un copain qui m'en avait parlé. Et du coup, je suis arrivé bien motivé. Et après, vu qu'il y a plusieurs épreuves, je ne m'attendais pas forcément à être pris. C'est vrai que moi, mon point fort, c'était plutôt l'escalade. Et je revenais un peu d'une blessure, donc j'ai pas été très bon sur cette épreuve-là. Mais finalement, je m'en suis bien sorti dans les autres et du coup, ça a quand même marché. Et après, c'est vrai qu'il y a un énorme, il y a un gros niveau, une grosse densité de grimpeurs, alpinistes très forts. Donc voilà, c'était aussi un peu de chance. L'escalade, j'imagine que ça fait partie des activités que vous pratiquez après au sein du groupe, mais vous touchez aussi à toutes les disciplines de l'alpinisme. Comment ça se passe? Oui, alors tout le monde fait un peu de tout, globalement. Après, il y en a certains sont spécialisés, plus ou moins que d'autres. Moi, je viens plutôt du monde de l'escalade, mais j'aime bien toutes les activités, pouvoir un peu changer au fil des saisons un peu et des conditions, changer d'activité. Et voilà. Finalement, déjà, moi, je ne me rappelle pas de leurs notes et de leurs rangs. Après, nous, on passe l'épreuve. Si sont là, c'est qu'ils n'ont pas été mauvais. C'est difficile, même s'ils ont été les derniers, franchement, je me souviens pas. Mais après, par contre, l'escalade, non, on fait quasiment plus d'escalade. On fait plus du tout d'escalade pendant, nous, nos actions. D'escalade au sens d'aller dans une falaise d'escalade équipée. On en a fait un tout petit peu sur des séminaires de coordination. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais c'est plus pour passer un moment ensemble autour de l'escalade, parce que c'est plus facile à organiser que quand on est sur des ascensions en montagne. Alors, qu'est-ce que vous leur faites faire alors il y a une phase de fondamentaux, donc, où là, il y a une partie théorique, déjà, parce qu'en fait, il n'y a pas d'école vraiment... il y a les groupes, les groupes jeunes dont j'ai parlé, mais tous ne sont pas passés. Donc, il n'y a pas d'école pour devenir alpiniste. Donc, on revient sur certains fondamentaux de façon théorique. Après, on a de l'escalade artificielle, parce que le pitonnage... les alpinistes d'antan pitonnaient beaucoup, maintenant on pitonne moins. Il y a des techniques qui sont particulières aussi. Ça permet d'apprendre à mettre des bonnes protections quand même et bien s'assurer. Donc ça, c'est la première action, c'est l'escalade artificielle. Après, on a une deuxième action qui est une déclinaison de celle-là, mais qui est l'escalade terrain d'aventure, mais dans des voies difficiles où ils peuvent passer des fois en escalade artificielle. Mais après, le but, c'est de les grimper en libre. Donc on rajoute une dimension. Et puis après, on fait des courses à la carte, plutôt en haute montagne.
Ça doit dépendre des équipes, des projets du moment, des conditions suivant les actions. Je me souviens plus ce que vous avez fait comme course, mais plutôt en haute montagne, si possible plutôt mixte, et d'aller vers des objectifs de plus en plus difficiles. Parce que nous, au début, on va pas partir, même s'ils ont déjà des très bonnes listes de courses, à fond, au maximum de ce qu'ils pourraient donner. On essaie de construire aussi une équipe, voilà, d'amener le plus de sécurité possible et donc de monter en puissance jusqu'à l'expédition. Il y en a qui vous lâchent en route sur les 3 ans ou en général? Oui, dans la vôtre d'expédition, il y en a 3. On est parti à 6 à l'expé. Donc il y avait eu un peu de défection. Oui, pour des raisons différentes. Donc c'était 2 femmes. Il y a une femme qui est partie sur un autre projet, qui a arrêté assez tôt. Il y a un garçon qui est parti sur des projets plus ski en altitude. Donc, il a continué, lui, à se diriger vers l'alpinisme de haut niveau, mais sur une forme un peu différente. Nous, on est plus sur l'alpinisme plus classique quand même. Et puis, il y en a un 3e qui ne voulait pas prendre l'avion. Et donc, on a eu des changements de projet. Et ce n'était pas évident pour lui, au dernier moment, de prendre un bateau, enfin, de trouver un bateau pour traverser, puisqu'on allait au Pérou. Voilà. Oui, parce que chaque promotion termine par une expédition lointaine. Voilà. Pour le coup, la vôtre, c'était au Pérou, dans la cordillère des Andes. C'était la première fois, Annabelle, que vous alliez sur une expé aussi lointaine? Oui, tout à fait. C'était la première fois. Ça a toujours été un rêve de pratiquer l'alpinisme déjà à haute altitude et puis sur un terrain aussi lointain, aussi peu connu. Les montagnes, elles sont très différentes de ce que l'on connaît dans les Alpes. Donc c'était un moment, je pense, qu'on avait tous envie de vivre et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on rentre au Géant. C'est pour prendre de l'expérience et puis à terme vivre quelque chose d'inoubliable comme ça avec une équipe. C'est vraiment chouette. Alors, partir à l'autre bout du monde, Martin, faire de l'alpinisme, ça demande un peu de logistique. On amène tout son matériel de France. Ouais, bon après on est quand même limité par la place des bagages en soute, mais oui, c'est un peu une organisation. Après c'est vrai qu'au Pérou, c'est quand même assez facile. On est quand même dans une Huaraz, c'est une ville où il y a beaucoup il y a quand même de l'alpinisme et du coup il y a des magasins de location. Donc et puis c'est un pays où on peut un peu tout faire, presque tout faire sur place. Donc c'est assez pratique, ouais. Voilà. Qui définit l'objectif tous les 3 ans? Alors, on essaie de les associer au maximum et de les impliquer au maximum. C'est pas toujours évident. Moi, j'étais dans le même cas quand j'étais dans les équipes, d'avoir une vision aussi large et des projets. Nous, c'est important pour nous. Alors, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que moi, je travaille avec des coachs, parce que vous m'avez présenté comme un alpiniste de très haut niveau, mais ça peut se discuter. C'était plutôt le passé. C'était votre vie d'avant. Je m'appuie sur des coachs très performants qu'on pourrait citer à un moment donné. Et donc, c'est plutôt eux qui vont sur le terrain. Et puis, par la force des choses, c'est eux qui vont y aller de plus en plus. Mais donc, pour moi, c'est important que nous, on porte le projet aussi. On a envie de... Voilà. C'est sûr que moi, je suis le responsable de l'équipe, donc j'oriente les projets aussi en tenant compte de leur envie, de ce dont ils ont besoin, mais aussi de moi, ce qui me plaît. Donc plutôt, pour ma part, je vais viser des sommets entre 6000 et 6500 mètres avec des voies techniques. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai pas réussi à allier à la fois, entre guillemets, l'exploration, d'aller dans des terrains qui sont peu connus, et sur des objectifs très techniques. Je me suis souvent concentré sur des parois qui étaient déjà découvertes, déjà explorées. Et je ne pense pas que dans toutes les expéditions que j'ai faites, finalement, je n'en ai pas fait tant que ça, mais je n'ai pas dépassé 8 jours de marche d'approche. Donc, je suis plutôt sur un schéma d'aller sur un endroit où l'accès ne va pas être trop complexe et on va trouver des phases techniques. Et en plus, la difficulté, maintenant que je gère cette équipe, c'est de trouver plusieurs objectifs. Parce qu'on va quand même être plusieurs et on ne va pas faire le petit train tous dans le même itinéraire. C'est déjà bien assez dangereux, nos ascensions. Donc on va éviter de rajouter. C'est pas qu'on ne le ferait pas complètement. Et là, on s'est porté sur le Pérou. La décision finale, j'imagine que c'est moi qui ai proposé ça parce que c'est une destination qui me plaisait bien. J'étais déjà allé. Je trouvais qu'il y avait la raideur des montagnes, la neige, l'altitude, voilà, parce qu'il y a des problématiques de neige aussi, avec des champignons de neige, des choses originales qu'on ne trouve pas dans les Alpes. Et comme l'a un peu dit Martin, c'est vrai qu'au niveau logistique, finalement, c'était pas forcément, c'était même pas du tout l'expédition comme on l'imagine, avec Lachenal et Herzog et Co à Annapurna, où ils sont partis sur des aventures incroyables, avec de l'exploration, des camps de base infinis. Voilà, là, c'était...
Voilà, c'est différent. Et puis j'ai vu dans le film que vous avez ramené de cette expédition et qu'on verra à la fin de cette émission, que vous aviez beaucoup d'informations sur les voies du Pérou. Hein. Tout était recueilli dans ce livre rouge là qu'on voit. C'est à l'ancienne. Hein. Ah oui, c'est à l'ancienne. Alors, oui, mais oui et non. C'est sûr que ce qui fait la spécificité d'une expédition, c'est que par rapport aux Alpes, on a moins d'informations. Hein. Ou alors, il faut remonter à des décennies, des siècles avant dans les Alpes pour trouver le même schéma. Le niveau. Donc là, c'est vrai que notre planche de salut, ça a été ce livre. Et puis même, il y a d'autres topos. Hein. Il y a de la littérature qui existe, de la littérature technique sur la Cordillère Blanche. Mais néanmoins, après, il y a quand même tout un processus pour définir l'objectif qui est, à mon sens, on va voir qu'en disent Annabelle et Martin, mais qui est beaucoup, beaucoup plus complexe que pour définir une ascension dans les Alpes. Ouais, vous n'êtes pas partis sur le même sommet, d'ailleurs, l'un et l'autre. Comment ça s'est décidé? Vous saviez, avant d'arriver au Pérou, là où vous iriez, Annabelle, ou comme le disait Stéphane, vous avez aussi évolué en fonction du terrain? En fait, déjà, il y avait une notion de condition, c'est-à-dire qu'on ne savait pas dans quel état on allait trouver la montagne en partant. Donc pendant la phase d'acclimatation, c'était aussi vraiment l'opportunité d'aller voir l'état des sommets, la quantité de neige, la quantité de glace. Donc déjà, avec ça, on a pu faire un petit tri dans les possibilités. Et après, on s'est engagé donc, dans 2 groupes différents, dans 2 ascensions de styles différents. Il y en avait une sur laquelle est parti Martin, qui était plus neigeuse, sur un sommet très haut en altitude, qui était à plus de 6000 mètres, et en ouverture, donc avec vraiment cette notion exploratoire. Et de mon côté, je suis partie avec 3 du groupe, donc Mathieu Détry qui était comme coach, Amaury Fouillade et Clovis Paulin, sur le Taoliraru, qui était une phase plutôt raide et rocheuse, donc avec un style un peu différent, où on est plus lent, on passe plus de temps, et on a des difficultés qui sont plutôt liées à du rocher, donc on est en chaussons, en crampons piolés dans le rocher. On voit ces images justement. Là, on est quand même déjà à haute altitude sur une phase comme celle-là. On était à 5800 mètres à peu près au sommet. Et on a fait 2 bivouacs dans la face. Et donc c'est déjà assez long. Hein, donc une descente finalement en rappel qui a été assez rapide. Mais même avant de s'engager dans la face, on a déjà eu une première journée de préparation où on est allé fixer des cordes dans le bas de la montagne pour pouvoir avoir un bivouac en moins dans la face. Parce que les bivouacs comme ça, en altitude, dans la paroi, c'est extrêmement énergivore. Comment vous avez réagi à l'altitude, justement? Parce que c'est 1000 mètres au-dessus du plus haut sommet des Alpes. Donc, quand on découvre ce type d'effort en altitude, on peut parfois être surpris, j'imagine, de la façon dont le corps réagit. Surtout qu'on n'est pas du tout tous égaux face à l'altitude. On réagit tous plus ou moins bien. Il y en a qui perdent l'appétit, qui ont beaucoup de maux de tête, d'autres moins. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai plutôt bien résisté à l'altitude. J'ai toujours gardé l'appétit. Je me suis jamais sentie trop mal. Mais voilà, c'est pas juste une question de préparation. On n'est vraiment pas tous égaux face à ça. Martin, donc vous n'avez pas eu, si j'ai compris, besoin de potasser le livre rouge, puisque vous, c'était une ouverture, donc personne n'y était jamais allé sur cette face. Alors, pas tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on a ouvert le bouquin en prenant un peu des idées, en regardant les phases qui avaient été faites, tout ça. Et on avait vu une phase où il y avait un itinéraire possible. Et petit à petit, on avait réfléchi à d'autres objectifs. Au départ, on était parti sur un autre objectif un peu trop ambitieux, selon les coachs. Et du coup, au dernier moment, on s'est dit, mais on peut partir sur celui-là. Et du coup, il a fallu qu'on aille faire un repérage pour voir les conditions, parce que voilà, on n'avait pas les conditions de cette phase, on les connaissait pas. Du coup, on a fait une journée de repérage pour aller voir. Et là, c'était jackpot. On a vu la phase qui était... on avait encore un doute, mais on se doutait qu'elle allait être en bonne condition. Et par rapport aux photos qu'on avait vues dans le bouquin, c'était vraiment en top condition. Et du coup, là, on s'est dit, là, c'est le jour J pour y aller, quoi. Enfin, là, ça peut marcher. On la voit, là, cette montagne et cette ligne approximative, j'imagine, que vous avez suivie. Ouais, du coup, il y avait une ligne sur la gauche, je crois, qui avait déjà été grimpée. Et là, c'est une facette vraiment sud. Et là, il n'y avait pas d'itinéraire tracé dedans, ouais. Vous les avez accompagnés, Stéphane, sur cet itinéraire-là? Oui, moi j'étais dans l'équipe avec Martin, et même nous on était 4 aussi, et même je faisais cordée avec Martin, ce qui était une chance pour moi. Et oui, alors il y a quelques petites précisions dans tout ça, ils vont un peu vite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend sur l'expédition, il y a eu 3 phases, comme ça a été indiqué. Hein. Une phase d'acclimatation,
de pré-acclimatation, de début d'acclimatation. Comme l'a dit Annabelle, on en a profité pour faire des repérages. Mais après, ce qui n'a pas été indiqué, c'est qu'on avait plusieurs choix. Donc, soit on visait des sommets plus hauts en altitude, parce que dans la Cordillère Blanche, ça monte globalement jusque vers 6800 mètres. Mais pour nous, les coachs, ça demande un processus d'acclimatation qui est plus long. Donc, sur la deuxième phase d'expédition, on a eu des choix à faire. Soit on allait, entre guillemets, faire du camping le plus haut possible pour s'acclimater. Et après, tenter un objectif très haut. Mais plus on va haut et plus globalement, on a des chances d'échouer quand même, à peu près. Ce n'est pas une vérité absolue, mais globalement, c'est ça la règle. Soit on visait en deuxième phase un objectif technique, une ascension à la journée. Et comme ça, on avait le plaisir de grimper. On s'acclimatait un petit peu quand même, mais pas pour un objectif trop haut. Et si on réussissait ça, et bien si après on échoue le dernier objectif, on a quand même réussi quelque chose. Donc c'est ce scénario qui a été choisi. Et donc ensuite, il a fallu retravailler la troisième phase, qui était vraiment l'objectif principal, qui est de faire une voie dure en altitude. Et voilà. Alors après, Annabelle, c'est vrai que c'est peut-être mal placé pour l'indiquer, mais la voie qu'ils ont répétée, c'est une voie vraiment qui est très très raide. C'est une voie mythique pour les alpinistes qui s'intéressent à l'alpinisme technique, difficile. C'est une voie de Michael Fowler et Chris Watts. Donc Mike Fowler, c'est un alpiniste britannique très très connu. Et c'est une paroi qui est verticale, mais avec pas mal de neige. Alors avec le réchauffement climatique, elle présente moins de neige, c'est pour ça qu'ils ont utilisé un peu d'autres techniques. Mais eux, en comptant la préparation, ont mis 3 jours et demi. Mais les ascensions précédentes, c'était plutôt 7-8 jours pour gravir les 800 mètres. Parce que c'est vraiment très, très raide et très difficile. Et ça mêle différents styles d'escalade. Alors 3 jours, ça veut dire au moins 2 bivouacs. Annabelle, dormir dans une face raide, comme l'a décrit Stéphane, j'imagine que ce n'est pas facile de trouver le bon moment pour poser sa tente. Ah bah là, c'est sûr que le camping, il commence à être un petit peu plus complexe, ça c'est certain. C'est aussi un challenge de trouver le bon endroit parce qu'on ne sait pas exactement quel rythme on va avoir et donc à quelle zone de la face on va arriver. Et typiquement, pour le premier bivouac, on est allé chercher un petit peu plus haut que ce qu'on avait prévu. Et là, on s'est rendu compte en creusant la neige qu'on tombait très vite sur la glace. Donc pour creuser une plateforme, ça devient beaucoup plus complexe. Et on a mis plusieurs heures à réussir à creuser une plateforme descente pour une tente et une demi-plateforme pour l'autre. Donc on était à 2 dans une tente à moitié posée et dans l'autre tente un peu plus posée, encore à 2. Ça veut dire qu'on a une fesse dans le vide quand on dort dans la tente ? On dort un peu les uns sur les autres et on a un petit peu roulé en boule, on n'est pas super bien. Mais ça fait partie du jeu et je pense que pour ma part, c'était un petit peu aussi ça que j'étais venue chercher. C'est comment gérer comme ça les zones de bivouac qui s'y prêtent pas forcément et optimiser quand même pour avoir un peu de repos. Bon. Martin, vous, c'était Grand Luxe, si j'ai bien compris, le bivouac dans la paroi. Ouais, alors là, nous, on avait eu un bon conseil que je me souviendrai là, des coachs. C'était quand vous choisissez votre ligne pour une ouverture, choisissez-la en fonction des zones de bivouac à l'abri. Et c'est vrai qu'au milieu de la face, pile poil sur l'itinéraire qu'on imaginait, on voyait un espèce de trou noir. On s'est dit potentiellement c'est une grotte. Et voilà, bonne surprise quand on est arrivé, là on voit bien sur les images. Ah oui, là, celui-là il donne envie. Autant on est arrivé, il y avait la place pour 2 tentes et là c'était royal. Là vous auriez pu monter tout le groupe. Voilà, le prix du mètre carré était plus cher chez Annabelle. C'est sûr. Mais il se méritait. C'est vrai que, en tout cas sur le processus final, l'ascension à laquelle j'ai participé avec Martin, Victor et Emmanuel, c'est plutôt eux qui ont trouvé la paroi, qui ont trouvé la ligne. Et même le bivouac, moi, je suis peut-être un œil un peu plus pessimiste. Je préfère partir comme ça et avoir une bonne surprise. Mais notamment Manuel, il était assez sûr de lui sur l'emplacement de bivouac. Et ça, c'était super. Par contre, voilà, comme tu l'as précisé, Martin, et justement, l'itinéraire, on l'a appelé à l'ombre du doute, bon, en espagnol, mais voilà. Et on avait quand même, jusqu'au dernier moment, on avait quand même le doute des conditions. Parce que nous, c'était en plaquage, donc il faut que la neige, elle ait une consistance qui soit suffisamment quand même dur pour que les piolets tiennent. Et ça, on n'arrivait pas à l'évaluer. Donc on l'a évalué vraiment quand on a, à l'arrimée, quand on a mis le premier coup de piolet, là, ça fait chaud. C'est le jackpot ou pas ? Ah, voilà. Donc au niveau du doute, quand même, je pense que c'est c'est vraiment, c'est pas simple. C'est pas simple. Là, on vous voit au sommet, heureux. Ouais, c'était un grand moment, ouais. Et en plus, il est magnifique ce sommet. Ah ouais, avec les copains, coucher du soleil, non, des super lumières, non, c'était... Puis voilà, on était au sommet, quoi, on avait réussi. Plus de 6000, c'est combien le sommet exact ? 6188, je crois. Ouais. 6100. Alors aussi, Martin a indiqué que c'est une face sud.
C'est une phase sud dans l'hémisphère sud. Ah oui, donc elle est bien nord. Voilà. Ah oui, c'est ça, la petite Voilà. astuce. Il y a des petites précisions qui se cachent. C'est vrai que ça m'avait pas sauté aux yeux, Voilà. mais maintenant... Et la paroi est entièrement vierge. La voie qui a été à notre gauche, elle a été ouverte quelques mois après la nôtre. Là, il n'y avait rien, nous, quand on y allait. Donc, mais c'est vraiment leur projet. C'était vraiment super Moi, j'ai finalement donné quelques conseils généraux, mais c'est vraiment eux qui ont trouvé cette ligne et super. On va voir quelques images quand même du sommet d'Amnabel aussi, même s'il n'était pas à 6000, il était quand même très haut et très étroit, si j'ai bien compris. Hein. Il n'y a pas la place pour se mettre tous ensemble. Et oui, donc c'est un sommet qui est assez caractéristique de cette cordillère des Andes. Donc c'est un sommet qui est coiffé par des bouchons, enfin des boules de neige, on va dire, un peu collées sur le sommet, des meringues. Et c'est très compliqué d'arriver sur un sommet comme ça parce que la neige, elle est assez meuble. Donc on creuse notre passage au point qui nous semble être le plus haut. Et en fait, moi, j'ai même pas osé me mettre debout tellement il était étroit. On était à Califourchon. Donc ouais, c'est assez extraordinaire de se retrouver comme ça à quelques centimètres carrés sur ce petit sommet. Ouais, on voit bien sur les images qu'il faut avoir le sens de l'équilibre. C'est un sommet qui est très peu parcouru. Hein. Je ne pense pas qu'il soit parcouru tous les ans. Et c'est vrai que la première ascension, bon, ça parlera à tous ceux qui connaissent un peu l'alpinisme, c'est Lionel Terré et Guido Magnone. Hein. Ah oui. Enfin, il y en avait d'autres dans l'équipe. Et j'ai pas révisé l'année, c'est dommage, hein, mais voilà. Mais c'est un sommet qui est très très peu parcouru. Hein, voilà. Alors nous, le nôtre, c'est l'inverse. D'ailleurs, ça a été une anecdote aussi. Il a la réputation d'être, c'est le Copa, 6188, d'être le 6000 le plus facile de la Cordillère Blanche. Et donc, finalement, c'est vrai on n'a pas très bien fait notre travail, on ne s'est pas trop intéressé à la descente, en se disant, c'est classique, il y a des gens qui l'auront parcouru, il y aura des traces. Mais en fait, voilà, c'est cette relation aussi. Déjà, dans les Alpes, ça peut le faire. On peut imaginer que la course est classique et puis se retrouver à vivre une aventure pas possible. Hein. Plus ou moins tout alpiniste a vécu ça. Mais en expédition, ça, c'est plus fort. Et il y a moins d'informations, plus d'incertitudes, les informations sont plus biaisées. Et donc, voilà, Martin, on le voit sortir, là, il sort à la tombée du jour. Moi, le temps que je fasse la longueur la plus difficile était à la fin. Donc, moi, j'étais le dernier. Et donc, le temps que moi je sorte, il fait nuit noire. Donc, après la descente de nuit, finalement, on s'est retrouvé à faire des rappels dans des séracs en plantant nos puits à neige. Donc, pour l'itinéraire le plus facile, de nuit, il y a quelque chose qui nous a échappé. Hein. Il n'y avait aucune trace, voilà. Et... Vous évoquiez au début de l'émission, Stéphane, le drame qui a touché le groupe. Alors, pas cette promotion-là, mais celle d'avant. C'était à l'occasion justement de l'expé de fin de formation. Alors, c'était pas dans la Cordillère des Andes, c'était au Népal. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2021? Exactement, à l'automne 2021. Et là, c'était le même schéma. Il y en a 6 qui sont venus. On était 2 coachs. Donc, on a fait sensiblement le même schéma, une phase de repérage. Alors oui, la différence, c'est qu'en Himalaya, on est assujetti à des autorisations. Donc, il faut des permis. Il faut des permis, voilà. Il faut payer des permis. Et donc, on était contraints. Donc, à l'organisation, j'avais prévu divers objectifs pour avoir plusieurs montagnes, payer plusieurs permis. Mais on ne pouvait pas, comme au Pérou, où finalement... choisir comme vous voulez. Là, oui, ce qui pose d'autres difficultés, parce que finalement, la Cordillère Blanche, même la Cordillère Waiwash, qui est juste à côté, qui est finalement à une journée de voiture en plus, et on a beaucoup de choix. Là, au Népal, on était contraints. Et donc, on a eu une phase de repérage, une phase après un peu plus technique, pas aussi technique que les voies qui ont été faites là, dans la deuxième phase, dans l'expédition avec Annabelle et Martin. Et puis ensuite, on s'est séparés. Donc, une partie du groupe, moi j'étais avec Anouk Félix-Faure, Pauline Champon et les 2 Pierrick Fine, Pierrick Giffard. Nous, on a ouvert une voie dans la face nord du Cholatse et les 3 autres ont fait le choix de tenter un petit sommet vierge, un 6000 mètres, dans la face ouest. Et en même temps, à peu près, à quelque chose près. Et voilà, et malheureusement, eux, ils étaient seuls. On n'a pas les circonstances exactes du drame, mais en tout cas, la cordée est tombée de plusieurs centaines de mètres, et donc voilà, ils sont décédés tous les 3. Ouais. Vous avez mis plusieurs jours à prendre conscience de cet accident Alors oui, là, on rentre dans toute la complexité de l'alpinisme. C'est que nous 5, on était très proches, hein, parce que moi, en tant que coach...
ça devient plus ou moins des amis. Alors après, la vie fait qu'on se sépare, mais il y a quand même une proximité. Mais entre les 5, donc les 4 avec qui j'étais et les 3 autres, il y avait des relations d'amitié très fortes. Alors le coach, qui est décédé aussi, était un ami très proche. Mais finalement, quand nous, on était embarqués dans notre paroi, on était concentrés sur notre ascension. Parce que c'est vrai que ça, il faut l'avoir vécu pour le sentir, le comprendre. Mais même des fois, quand on l'a vécu, on n'a pas le recul. Mais même s'il y a des moments où on fait rien, parce qu'une ascension, c'est lent. Hein, l'alpinisme, c'est pas un truc forcément très spectaculaire au niveau de la rapidité. Hein. Mais on est en prise. On est en prise dans sa paroi. Là, la face nord du Cholatse, ça fait 1600 mètres en face nord. Et donc, on avait convenu de recevoir des messages. Et puis, eux ont débuté leur ascension un jour après que nous, on ait débuté. Voilà. Et eux, leur paroi était un peu plus courte. Ils avaient prévu 2-3 jours dans la paroi, alors que nous, on était partis pour 5 jours dans la paroi. Et donc, on reçoit un message à un bivouac. Tout va bien, voilà. Ils ont atteint leur premier bivouac, ils sont engagés dans la paroi. Donc le lendemain, normalement, ils doivent faire le sommet. Et puis après, le soir, plus de messages. Mais nous, on a mis ça sur le compte de... Soit il y avait une défection technique, soit ils avaient perdu l'appareil, soit ils n'avaient plus de batterie. Voilà. C'était pas concevable pour nous d'imaginer ce qui s'est passé. Et même quand on a fait le sommet, finalement, notre dernier bivouac, on fait le sommet, on redescend bivouaquer 50 mètres et c'est pas aussi confortable que là au Copa, mais on peut mettre les 2 tentes à côté, on a un peu terrassé et c'est vraiment très confortable. On fait une petite fête parce que voilà, on est tous les 5, mais aucun de nous, 5, ça vient à l'esprit. Voilà. Parce qu'après, la descente, par contre, là, du Cholatse, elle est assez technique. C'est comme s'il fallait descendre la Récufner au moment dit. Donc, même si là, on fait une petite fête, on sait que le lendemain, la descente, il faut être concentré. Mais pour ma part, ce que j'ai vécu, parce qu'après, dans toutes ces histoires, hein, même quand ça finit pas par des tragédies horribles comme là, avec Martin, on a vécu une ascension, mais finalement, chacun l'a vécu à sa manière, on a vécu 2 histoires assez différentes. Et plus ça va être extrême, et plus les chemins vont s'écarter. Et donc là, ça devient extrême parce qu'on perd nos amis. Et moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand à la descente, on est sorti de la partie technique, on est sorti de la partie glaciaire, et qu'on a commencé à marcher, la partie la plus laborieuse, complètement, pour ma part, fatiguée, avec les gros sacs. Et en me rapprochant de la vallée, c'est comme si le monde d'en bas, il était remonté. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Mais par contre, à la FFCAM, eux, la cellule en France, ils avaient anticipé. Ils avaient au moins 24-48 heures d'avance sur nous. Ils avaient pris conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, eux avaient organisé fatalité, un ami avait rencontré un... Alors, là, c'est dans la région du Koumou, la région de l'Everest. Hein. Donc, c'est un endroit qui est à la fois avec des montagnes énormes, des expéditions pas possibles, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic sur les sentiers, il y a beaucoup de trafic aérien avec les hélicoptères. Et un ami dans l'expédition avait rencontré qui avait fait une expédition l'automne, quelques semaines avant nous, avait rencontré un pilote suisse très très bon. Les pilotes népalais sont très bons, mais voilà. Et donc la fédération a contacté ce pilote qui a fait un vol de repérage. Et donc nous on est descendus, on a trouvé un lodge, un gîte pour dormir en vallée en marchant une journée interminable. Et le lendemain matin, j'ai reçu un coup de fil sur le téléphone satellite. Voilà, qui me disait que des affaires avaient été retrouvées au pied de la paroi. Et à partir de là, pour nous, le scénario était clair. Voilà, nos amis, on savait qu'ils étaient là. Les corps étaient sous la neige. Mais pour nous, voilà, et après, il y a une divergence entre le traitement médiatique, où évidemment, il faut quelque chose d'officiel, avec une identification des corps. Ouais. Mais pour nous, dans la logique d'alpiniste, il y a du matériel éparpillé de tout là-haut. Voilà, le résultat, malheureusement, on le connaît très bien. Et ensuite, il y a eu tout un cheminement avec le secours népalais. Et puis finalement, les corps ont été retrouvés. Ils n'étaient pas très loin sous la neige, mais ils étaient tombés de tellement haut que... Ils avaient été embarqués par une avalanche sur le sommet de la paroi. Certainement. Après, chacun se fait un peu son scénario. Pour moi, le plus probable, c'est que ce soit une petite coulée qui les a emportés. Et voilà. Alors, en fait, si, on a des éléments, mais après, c'était pas le sujet de la soirée. Ils ont réussi leur bivouac, parce qu'après que le même pilote, et avec Pierrick Giffard, on a fait aussi un vol le lendemain encore, donc pour bien voir leurs traces. Et le pilote, voilà, on s'approchait des traces. Donc le scénario global, on l'a, mais précisément après ce qui provoque la chute, on l'a pas exactement. Donc ils sont approchés du sommet, ils ont déclenché une petite avalanche qui a dû leur faire peur, parce qu'ils sont redescendus, les traces étaient élargies, ils sont revenus à leur camp. Et c'est dans la descente en rappel en dessous qu'il s'est passé un truc.
À mon avis, le plus probable, c'est qu'il y ait une petite coulée qui les a emportés à un moment où c'était pas évident de bien se relier à la paroi. Bon, c'était Louis Pachou, 27 ans, Gabriel Miloche, 27 ans, et Thomas Arfi, qui était le guide, qui n'était pas beaucoup plus âgé, qui avait 34 ans, je crois. Oui, exactement. À merci l'époque. de rappeler leur nom, merci. Et alors, ça fait partie des risques de la montagne. Est-ce que, quand on est un jeune alpiniste, qu'on se lance dans du très haut niveau, on a ça en tête, Annabelle, qu'on risque sa vie dans cette activité ? Ah bah bien sûr, de toute façon, à chaque fois on est rappelé par des accidents comme ça qu'on est mortel et que la montagne est dangereuse, ça c'est certain. Et pour ma part, en tout cas, quand je m'engage dans un projet, je l'ai toujours en tête et on essaye bien sûr tous de minimiser les risques et de faire tout ce qu'on peut pour que ça soit le plus safe possible. Mais bien sûr, on a en tête que la montagne reste dangereuse quoi qu'on fasse. Ça peut freiner, ou l'entourage, les proches? Je ne sais pas si vous êtes issu d'une famille de montagnards, Martin, mais... C'est sûr que ça peut sûrement freiner les proches. Après, moi, j'ai la chance d'avoir des parents compréhensifs. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, qui m'ont jamais interdit de faire ce que j'aimais. Et je leur en remercie d'ailleurs. Et donc, ouais, on est toujours conscient de ce danger. Après, pendant les ascensions, c'est pas qu'on l'oublie, mais on est dans ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est différent. On vit pour le moment. On n'y pense pas sur présent. le moment. Non, enfin, non. Voilà. Il y a des temporalités, je pense. Ouais. Quand on est dans l'action, alors on peut penser, parce que si à un moment on passe sous un sérac, à un moment on a du mal à s'assurer, voilà, on fait attention, mais on fait attention à pas tomber, pas se faire écraser, mais on pense pas comme ça à la mort. Là où on peut y penser, c'est plus quand on discute de choses comme ça. Si on discute en famille, mais après c'est chaque famille qui gère son rapport à l'activité. On peut y penser aussi dans la préparation de l'objectif. Il y a des objectifs plus ou moins avec des dangers objectifs plus ou moins importants. C'est sûr que vous avez accueilli Liv et Bertrand là sur le K2. Voilà, même s'il y a du monde qui pratique le K2, c'est pas anodin. Il y a le bottleneck avec ce sérac en haut à 8002. Il y a tous les problèmes de l'altitude qui sont colossaux. Voilà, il y a toute l'inertie de l'ascension et les problèmes météo, même s'il y a des bons routages météo. Voilà, et on ne peut pas ne pas y penser quand on part sur un objectif comme celui-là. Après, c'est chaque individu qui gère son rapport à l'action. Je pense que ceux qui y pensent le plus, en effet, ce sont les proches. Ouais. Mais quand on est dans l'action, on a cet objectif qui nous motive. Voilà, on le construit comme on peut, avec son expérience, son envie du moment. Mais oui, c'est pas anodin en tout cas. Bon, vous êtes sorti de ce groupe géant en 2024. Est-ce que vous continuez tous les deux l'alpinisme de haut niveau? Comment vous voyez la suite? Vous êtes encore très jeune, Annabelle. Eh ben, pour moi, c'est utiliser tout ce que le géant m'a appris pour réaliser des projets de mon côté qui peuvent être un peu différents ou pas, ça dépend des périodes. Et puis, de profiter de toutes ces nouvelles connaissances. Je me sens beaucoup plus prête, en fait, à réaliser des projets ambitieux dans les Alpes et peut-être à nouveau en expédition prochainement, on verra. On évoquait Benjamin Védrine, qui est passé par le groupe, qui est devenu l'une des stars de l'alpinisme mondial, j'ai envie de dire. Benjamin, Martin, vous avez envie d'aller sur ce type de parcours? Oula, je suis bien loin d'être comme Benjamin, mais pour l'instant, là, c'est... Vous n'êtes pas le seul, hein. Là, pour l'instant, je commence à travailler en tant qu'aspirant guide et là, je suis à fond par ce métier qui me passionne. Donc, pour l'instant, je travaille plus que je ne grimpe pour moi, je dirais. Et puis, par contre, je suis toujours motivé. Ça me reste dans la tête, voilà, d'aller faire une expé prochainement. Mais voilà, pour l'instant, j'essaie de finir ce diplôme et puis voilà, on verra après. Bon, très bien. On va vous retrouver dans quelques instants au Pérou, puisqu'on va regarder ce film qui a été réalisé par la FFF-CAM, mais avec vos images. Il n'y avait pas d'équipe de tournage, je crois que vous étiez autonome. Complètement. Et l'objectif, c'est déjà de ramener des images de souvenirs, parce qu'on est concentré sur les objectifs vraiment alpinistiques. Et puis, si ça peut servir en communication interne à la FFF-CAM, c'est super. Et si ça peut prendre une petite dimension supérieure et en communication pour tout le monde, voilà, nos images, elles valent ce qu'elles valent, elles sont modestes, mais ça raconte assez fidèlement ce qu'on a vécu. Eh ben, on va les découvrir dans un instant. Je signale quand même la sortie de quelques livres, et notamment celui-là, parce que je crois qu'il est l'œuvre d'un ancien du groupe, Jean Hennequin, engagé, qui
est un guide de haute montagne, un fragment d'une vie de guide. C'est comme ça qu'il intitule son autobiographie qui est sortie donc aux éditions Paulsen Guérin. Bon, il a quelques promos en arrière, Jean Hennequin. Oui, alors, pas tout jeune non plus. C'est l'équipe FFME 90. Voilà. Il est redoublé. Moi, j'étais dans la 91, donc on se connaît déjà de ce temps-là. Puis après, comme il est prof à l'ENSA, et j'étais prof à l'ENSA aussi, on se connaît assez bien. Un autre récit, Camille Audibert, La vie par la face nord. C'est une jeune alpiniste prometteuse qui se préparait à devenir guide de haute montagne avant d'être frappée par un AVC à seulement 19 ans. Elle faisait partie de l'équipe nationale féminine d'alpinisme. Camille, je ne sais pas si vous la Je la connaissiez. connais très bien, on Ouais. est de Nice tous les deux. Je l'avais amenée en escalade aussi quand elle était gamine. Et je connais très très bien l'histoire. Ouais. La Aujourd'hui, famille, elle est paralysée, mais elle a pris la plume pour raconter son histoire, dans laquelle la montagne reste finalement sa meilleure alliée. Elle est complètement incroyable, avec vraiment le côté lumineux qu'elle dégage malgré ce terrible accident. Et voilà. Bon, c'est publié, ça vient de sortir aux éditions Glénat. Alors celui-là aussi, forcément, il va vous parler. Stéphane, la Haute École, c'est le nom qu'Yves Balu et Gilles Chapaz ont donné à leur livre qui rend hommage au travail de l'ENSA, l'École nationale de ski alpiniste, qui vient de fêter ses 80 ans. Le livre, on le voit en image, retrace cette aventure depuis la formation des premiers guides et skieurs après la Deuxième Guerre mondiale. On voit d'ailleurs que le matériel et peut-être même les techniques d'enseignement ont un petit peu évolué depuis cette époque, certainement. Oui. Moi, de toute façon, l'ENSA, c'est un phare qui rayonne sur la formation des guides et même d'une certaine manière sur l'alpinisme à l'échelle mondiale. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'y travailler plusieurs années et ça a été important dans mon parcours. Bon, voilà, les 80 ans de l'ENSA, c'est sorti aux éditions du Mont Blanc, dirigé par Catherine Destivelle. Et puis j'en profite pour signer la sortie de 2 autres bouquins de poche aussi aux éditions de Catherine Destivelle. Nous étions immortels, signé Maurizio Zanola, qui était surnommé Manolo, qui est toujours d'ailleurs, c'est un des plus célèbres grimpeurs italiens des années 70-80, un des premiers à grimper sans corde. C'est un peu le Hédelinger italien, j'ai envie de dire. Oui, je pense. Ouais. Et donc lui, il est encore vivant et il raconte son parcours dans ce livre. Et puis le deuxième, vous l'avez vu, est consacré à l'Ogre. Alors c'est pas Liger, l'Ogre, c'est le surnom de... Batabrak. Voilà, exactement, qui est une montagne du Pakistan. Une des plus difficiles, réputée pour être une des plus difficiles de l'Himalaya, à près de 7300 mètres d'altitude, on la voit en photo. Et c'est une histoire de survie incroyable, un peu la Joe Simpson, pour ceux qui connaissent, alpiniste anglais qui avait réussi à redescendre d'un sommet de la Cordillère des Andes avec les jambes cassées. Là, c'est Doug Scott, en 1977, qui réussit aussi à redescendre de cette montagne. Et ça vient de sortir en édition de poche. Voilà. Merci à tous les trois. Longue vie aux géants. La nouvelle promo, c'est déjà où ils iront en expé dans 2 ans? Non, on est sur le processus sur les grands filtres, là. On est sur les grands filtres. Bon, voilà, vous avez tout le monde entier à disposition. Il faut t'amuser petit à petit. Et voir ce qui sort. Bon, nous, on va finir donc avec cette expédition au Pérou. On va se replonger pendant 25 minutes dans ce que vous avez vécu au printemps 2024, tous les deux, avec le reste du groupe, et puis Stéphane et les coachs. Merci. Merci Thibaut, merci Annabelle et Martin. Thibaut. C'était super avec vous. Ah, ils ont été pas mal. Vraiment. Et même en communication, ils sont pas mal sur un plateau télé. Ouais, bon, mais tant mieux. Tant mieux. Allez, maintenant, on va voir ce qu'ils valent dans une paroi de la Cordillère des Andes. Le Géant, c'est un groupe de 9 alpinistes. Ce n'est pas une formation diplômante. L'objectif, c'est d'aider des jeunes alpinistes qui sont déjà très performants à le devenir encore plus. Là, on touche du doigt l'alpinisme de haut niveau, mais on n'est pas encore complètement dedans. Ça dépend comment on le définit aussi. Sur cette cuvée du Géant, on a fait le choix d'aller au Pérou et dans la Cordillère Blanche. Il y avait 6 membres de l'équipe et on était deux encadrants. Ah bah là, on a pris l'orage là. Là, on vient de passer le col de Punta Union. Bah là, on cherche un endroit pour déposer des affaires. Oh Clovis, celle-là, j'espère que tu l'as eu. De façon un peu brute, le premier objectif, c'est de rentrer vivant. Le deuxième objectif, c'est quand même d'essayer de faire une voie difficile, parce que c'est ça qu'ils aiment, c'est ça qu'on aime, c'est cette forme d'alpinisme technique, comme ça s'est fait historiquement dans les grandes phases des Alpes. Et pour moi, le troisième objectif, c'est la durée, c'est le rapport au temps. Tous ces alpinistes sont quand même forts,
Mais ils sont plus dans un alpinisme de vitesse qu'un alpinisme, disons, immersif, où on reste dans les parois parce qu'on a moins d'informations, parce qu'en altitude, on est quand même diminué, et parce qu'à partir du moment où on prend du matériel de bivouac, on est plus lourd. Donc tout ça, ça fait que ça ralentit le processus, mais ça n'empêche pas de réussir. Le Pérou, c'était une option qui avait été déjà envisagée pour la précédente équipe. Il y a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs. Dans la Cordillère Blanche, la ville centrale s'appelle Huaraz, elle a 3000 mètres d'altitude, donc c'est un peu le Chamonix local. C'est une expédition dans le sens propre du terme, mais on va dire qu'on n'était pas comme t'es en Himalaya dans un camp de base ou quoi. On était quand même dans une ville, du coup ça faisait un peu expédition, mais je pense que c'est à la cool quoi. Pour la première expédition, c'est quand même confort. Et puis là, dans les Andes, c'était quand même cool de découvrir aussi un nouveau pays. Alors, il y a deux façons de chercher les objectifs. La première, c'est la théorie. Donc, tu vas chercher des topos, tu regardes les cartes. À Huaraz, il y a un bureau des guides. Et dans ce bureau des guides, il y a un livre rouge qui est une bible. En fait, chaque grimpeur qui ouvre une voie ou qui fait une ascension va mettre un petit topo. Dans ce livre rouge, tu as tout, quoi. Tu as des ascensions qui datent de 30 ans, 40 ans, tu vois. Et c'est des croquis, hein. Voilà, c'est assez cool. Sur toute la période d'acclimatation, en fait, tu es sur les treks classiques. Et du coup, là, on essayait un peu de gratter aussi des photos, des trekkers qui étaient là et qui passaient, qui prenaient des photos des montagnes pour regarder le paysage, quoi. Et du coup, on avait récupéré pas mal de photos comme ça. Pour leurs premières expéditions, ce qui me semble intéressant, c'est que ce soit des itinéraires qui soient vraiment grimpants. Et quand même avec de l'altitude. Moi, le premier truc que je voulais vraiment, c'était rien que l'altitude, tu vois. J'étais curieux, ici, on critique les clients qui veulent aller au Mont Blanc, mais nous, c'était exactement ça. On est arrivé, premier truc qu'on a fait, premier sommet avec Martin. On va se balader au-dessus du refuge, on va aller à 5000 mètres, on était là à regarder la montre, 5000 mètres, et du coup on était contents. Premier sommet d'Acclim, trop classe mec, 5040 mètres. Nice. Ah, trop bien. Ça c'est fait. L'acclimatation, c'est vraiment une étape fondamentale. On a eu une première phase où à la fois on a fait de l'acclimatation et du repérage. Collectivo. Bonjour dans le collectivo. Bœuf dans le collectivo. Ouais, les collectivos, ça c'était vraiment terrifiant. Je pense que c'est la partie la plus dangereuse de l'expé. La règle au Pérou, c'est j'arrive derrière une voiture, je double. Là, on se sent en sécurité relative. Alors il y a un groupe qui voulait aller repérer une paroi, donc c'est le mont Huanshan, qui a presque 6500 mètres, donc ils voulaient aller voir à quoi elle ressemblait. Là c'est Clovis, Amaury et Manuel qui sont allés voir ça. Et à côté de cette face du Huanshan, il y a le Vainararu, un sommet qui fait 5600-5700 mètres. Donc voilà, ils ont été repérés et en même temps ils ont gravi ce sommet en essayant de dormir quand même au-dessus de 5000 mètres. On est monté d'abord avec une voiture puis à pied jusqu'à un petit village où là les villageois, on est tombé, c'était la sortie de l'école, ils sont venus nous cueillir, ils étaient trop contents de voir des étrangers et c'était à la fois des paysans, à la fois on sentait l'altitude, c'était le début de l'expédition à proprement parler. Et moi c'était un super moment. Ouais. Yeah, L'acclimatation, je pensais clairement qu'on allait se balader, que ça allait être cool, qu'on allait faire des treks. Et en fait, nous, notre première phase d'acclimatation, on a fait 3 nuits à 5000 déjà. Et on a regardé des films, voilà. On s'est installé en home cinéma dans la tente. C'est une phase fondamentale dans une expé, c'est obligé. Et c'est hyper ingrat. C'est pas du tout très intéressant parce que techniquement, on va dans des choses très faciles. En gros, c'est la marche. Il faut qu'on monte très progressivement, donc physiquement, c'est pas très intéressant non plus. Enfin voilà, c'est une phase qui est très frustrante quoi, pour eux. Ça y est, passé les 5000 et on voit notre premier glacier de près. C'est beau. Yeah. Allez boy, trop stylé. Putain comme c'est beau. Ouais, mec, c'est beau hein. Oh là là. Bah ça va mieux à la descente hein. Là, ça gambade, là, il n'y a plus de soucis, là. Et pendant ce temps, le reste du groupe, hein, les 5 autres, nous, on est allés sur le Pisco, qui est un sommet très classique, où là, on a fait un peu de randonnée et puis on a pu gravir le sommet. Bonne idée de partir avec Victor. J'attendais ma voix, là. C'est pas toujours évident. Il est parti comme une fusée. Bientôt 5000 mètres.
Comment est-ce, Annabelle? Comment ça soufflait, hein? Moi, j'avais des super ressentis, un peu comme dans les Alpes, quoi. Je me sentais un peu à ma place, j'avais la forme. Quand on était haut, on faisait la trace, il faisait pas beau et tout ça. Mais ça nous a mis quand même plutôt en confiance. On était à 5007, c'était vraiment un effort, on va dire, classique, quoi. Bien ça, mon gars. L'auberge, en fait, c'était notre petit havre de paix dans Huaraz, bien qu'on entendait un peu les klaxons, les chiens et puis toute la vie voilà, d'une ville péruvienne telle qu'on l'imagine. Arrivé au Pérou, ouais, ça m'a beaucoup dépaysé aussi. C'est ça que j'avais envie de trouver en voyageant. Donc ouais, j'étais bien content de trouver une autre culture, voir qu'il y avait vraiment d'autres façons de vivre en fait, hein, pas comme on vit ici. Et du coup, ça te déconnecte vachement et ça m'a vachement plu. Cette deuxième phase d'acclimatation, c'est le choix qu'on a fait, c'est que ce soit un objectif en soi pour avoir le plaisir quand même de grimper, de réaliser déjà une belle ascension. Et du coup, on a choisi des objectifs un peu intermédiaires. Donc moi, je suis parti à l'Oxapalca, donc voilà, un peu plus bas, avec des belles boulottes. Et Steph, il est parti au Cayesh. C'est vrai que moi, j'avais envie d'aller essayer cette montagne qui s'appelle le Cayesh, qui est une montagne très particulière, avec un port très altier. Donc avec Manuel, nous, on est allé grimper sur le Cayesh. C'est vraiment un sommet qui est ultra pointu, qui correspond à ma définition du sommet trop stylé, quoi. Le truc que tu as envie de gravir. Steph est en train d'en chier pour gonfler ce matelas. Ça souffle pas bien vite. Le Cayesh, c'est pas un sommet qui est très classique, parce que ces itinéraires les moins difficiles, ils sont déjà vraiment quand même très difficiles. Donc nous, on essayait la voie allemande. Là, 7h30 du matin, on a bien avancé ce matin. Tonton Benoît devant, qui déroule à mort. Et c'est vrai qu'avec Manu, on n'a pas bien préparé notre truc, parce qu'à un moment donné, on s'est égaré. Il y avait une histoire de rampe, et en fait, on a pris une première rampe qui n'était pas la bonne. Donc on a perdu du temps quand même. Et là, on a été attiré par... il y avait des vieilles cordes fixes qui traînaient d'une voie italienne, qui passait pas loin de la voie allemande. Et donc on a suivi cette ligne. C'était aussi de la très belle escalade. Et par contre, quand on est arrivé sur l'arrêt de Sommital, voilà, là on s'est aperçu qu'on n'était pas dans la voie. Et il y avait des champignons de neige qui étaient vraiment inaccessibles pour nous. Mais ça restera un excellent souvenir et je suis rentré avec un peu d'amertume parce que le sommet c'est quand même quelque chose qui compte pour moi et quand j'ai vu ce sommet, je voulais y aller. Mais voilà, ça s'est passé différemment et donc il n'y a pas eu de sommet du Cayesh. Et les 6 autres sont allés grimper sur l'Oxapalca. Arrivé au pied, on voyait quand même cette face très imposante qui n'avait rien à voir avec notre premier sommet d'acclimatation. Et là, c'était presque déjà un vrai projet intermédiaire, au vu de la technicité de la face qui fait quand même 700-800 mètres. Pour moi, c'était vraiment l'alpinisme, enfin ça représentait vraiment l'alpinisme au Pérou, c'est-à-dire de la neige raide et pas forcément de la glace. Voilà mec, premier relais made in Pérou. Pieux et Lette. C'est le thème, je crois. En fait là c'était la première du coup vraie sortie d'alpinisme quoi. C'était quand même un peu la découverte de la vraie neige quoi. On est parti du coup une cordée dans l'itinéraire plutôt dans la gauche de la face et l'autre plutôt à droite. Donc on était en parallèle. On avançait plus ou moins au même rythme, donc ça c'était vraiment cool. On sortait la tête de l'éperon, on les voyait là-bas. C'était ouais, neige quick, mais du coup difficile de se protéger quand même. Et du coup c'était un peu stressant parce qu'on se protégeait pas beaucoup, on faisait des grandes longueurs, on mettait 2 points par longueur. Et... Neige inconsistante, fond de glace. Ah beau. Et dans le haut de la face, on s'est un petit peu séparés. Nous, on est parti dans une traversée. En haut, ça faisait vraiment un mur de glace très raide. Il y avait une petite rampe qui s'échappait. Nous, on a pris cette rampe-là. Je viens de faire une des longueurs quand même marquantes de ma vie. Imaginez grimper, bah voilà, là-dedans, là. Entre neige, glace, des verres. Ouh! Ça se coule les chaussettes, hein. C'était génial parce qu'on se sentait à l'abri, on avait des bonnes broches, on savait qu'on allait arriver en haut de la face, on avait les copains juste à côté. Et du coup, pour sortir,
Clovis il part un peu plus à gauche pour joindre l'arête et moi je décide, je sais pas, je trouve une petite goulotte sur le côté. Au moment où je creuse, je sors la tête et en fait il y a Clovis qui débouche sur l'arête et qui me voit sortir la tête de là. Ah ouais, c'est mythique. On est arrivé, alors pas tout à fait au sommet, on est arrivé sur l'arête sommitale et après on a vu qu'il manquait encore 10-20 mètres de dénivelé pour aller au vrai sommet. Et du coup sur une arête faîtière très instable, sur des champignons de neige. Et on était tous d'accord de dire que là c'était pas une très bonne idée d'y aller. C'était déjà vraiment chouette quoi. Sur la troisième phase de l'expédition, avec vraiment l'objectif principal, là on a fonctionné de façon quand même la plus collégiale possible, parce qu'il y avait une multitude d'objectifs. Mathieu, depuis le début, lui, c'est vrai qu'il avait envie d'aller sur une montagne qui n'est pas la plus haute, qui s'appelle Tauliraru, 5830 mètres, qui est une magnifique montagne aussi. Ça lui disait bien. Il y a une voie mythique qui a été ouverte par des Britanniques en 1982. Je leur avais dit, mais j'avais toujours mis la graine en disant, ouais, moi j'aimerais faire ça, mais sur le coup, personne n'était très motivé, tu vois. Et puis après, là, à ce moment-là, ils sont venus me voir, ouais, ça te dirait pas cette voie? Je dis, bah ouais, moi ça fait un mois que je vous en parle. Et finalement, ça s'est dessiné comme ça. Il y a Annabelle, Amaury et Clovis qui sont partis avec Mathieu. Là, on vient de dépasser le col de Punta Union et on découvre un peu la vallée qu'on va avoir comme fond de carte postale pendant quelques jours. Pas vilain. Et on devine le Toli là. C'est beau, mais c'est froid. C'è mamma Rinina. Tu la là-bas. Papana, Lana, tu là. Pour l'objectif principal qui était le Tauliraru, là il y avait de ma part une envie de réaliser un sommet plutôt rocheux et technique sur plusieurs jours. On avait vu dans le sac, Non. On a fait une première journée où avec Mathieu, on est parti fixer les 200 mètres du socle, grosso modo. Donc on part du glacier et là Mathieu grimpe en chaussons, de longueur, pas trop difficile mais il faut chercher un petit peu l'itinéraire. Et ensuite on arrive à une rampe qui est assez caractéristique, qu'on remonte dans du terrain qui est moins difficile. Yeah, pleine dalle! Annabelle sans pitié, c'est ça d'être second en alpinisme, c'est ça qu'on veut voir! Et du coup, l'idée, c'est que pendant ce temps-là, Amaury et Clovis restent au camp de base, se reposer et préparer un petit peu le matériel. Et pendant ce temps, nous, on commence à avancer. On prend aussi pas mal d'informations sur la suite de l'ascension, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Merci les copains. Et là, on voit les belles longueurs que Matt et Annabelle ont remontées hier. On n'est pas dans le style alpin pur, c'est-à-dire qu'on est à 4, on est lent, on a du matos, fatalement du boulot pénible à faire, hisser les sacs, tu vois, porter les gros sacs, parce qu'en second on a des gros sacs pour que le premier il soit léger. Il n'y a pas qu'à grimper, quoi. Et ça, c'est un peu la différence que ce qu'il y a dans les Alpes, c'est que la logistique à mettre en place, elle est grosse. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Clovis qui monte à ce qu'on pensait être le premier bivouac, sauf qu'il est 11 h, donc on va peut-être avancer un peu. On est allé assez vite au début, on était un peu surpris, puis finalement du coup les jeunes ils se sont bien fait plaisir, Amaury il a libéré la longueur. Puis après moi j'ai quand même mis un moment, on leur dit voilà là on se fait plaisir mais on n'est quand même pas dans les Alpes, faut qu'on trouve un bivouac. Ouais, et puis en fait on s'est fait surprendre, on est arrivé à l'endroit où on pensait faire un super bivouac. C'était horrible quoi, pendant des heures on a taillé 2 petites marches quoi, de 50-60 cm tu vois. Du coup ben, ouais, ça te rappelle à l'ordre, hein. On a fini à la nuit à tailler des marches et à dormir à moitié assis l'un contre l'autre quoi. La petite tente des copains qui est pas tout à fait posée. Là, il y a la neige et là, il y a le vide. À la fois c'était inconfortable et à la fois c'était aussi pour ça que j'étais venue. J'étais venue pour vivre ces moments-là d'inconfort et à la fois d'aventure. Et c'est des aventures qu'on garde en mémoire, je pense, toute une vie quoi. J'étais très contente d'être avec des partenaires de cordée qui étaient très solides parce que ça demandait vraiment de l'expérience de à la fois trouver l'itinéraire et à la fois de s'adapter au terrain. On a fait du mixte, on a fait des longueurs en pio les chaussons, de l'artif, des longueurs purement en neige et glace. Et c'est vrai que de tous les 4 et de pouvoir échanger sur quelle méthode est la plus propice à quel endroit pour gagner en efficacité, je pense que c'était vraiment une force dans l'équipe.
Tout est proche. Oh putain. Là on est sûr que ça va le faire, on a eu des doutes. Mais là, si on va pas au sommet, on prend pas trop. Merci mec. Et le sommet était tout petit, moi j'avais même pas osé me mettre debout, j'étais juste un califourchon. Et c'est vrai que la seule pensée que j'avais à ce moment-là, c'était il n'y a plus de choses à monter, plus de choses à grimper. Presque j'ai bataillé et j'ai tellement adoré grimper là que presque un peu déçu que ça se termine. Un des avantages quand même du Pérou, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation, mais il y a un peu l'inconvénient de cet avantage, c'est en effet que tout est possible, tout est ouvert. On avait un peu les yeux de partout quand on se dispersait, on voyait une face, on allait chercher les infos, c'est assez dur d'avoir les infos. Et en fait, à chaque fois, c'était le même scénario, soit ça marchait pas, soit c'était pas en condi, soit c'était inaccessible, soit il y avait trop de sérac. Et ensuite, il y a Martin, il a vraiment fait un travail individuel, plus en profondeur que nous tous, de recherche des topos, il est allé au bureau des guides, il a vraiment cherché quelque chose et il a trouvé la face sud du Copa. L'idée, on avait quand même bien envie d'ouvrir dans ce voyage, quoi. On s'était dit, c'est cool de répéter, mais si on peut ouvrir, ce serait vraiment le top du top, quoi. En fait, c'est un local qui nous a parlé de cette montagne. On a été la voir, on s'est levé tôt avec Victor et Martin. On est allé au pied et là, on s'est dit, ouais, mais là, en fait, ça coche toutes les cases. C'est 6000, c'est une ouverture, c'est vierge. Steph, il nous avait parlé beaucoup sur ses grosses faces. C'est bien de voir la face, de voir comment elle vit, entre guillemets. Du coup, moi, j'étais bien motivé pour partir le plus tôt possible, pour pouvoir avoir le temps au camp de base de se poser, de regarder la face. On est allé au début du glacier pour bien l'observer, voir comment elle vit, comment on sent les conditions aussi. Parce que l'itinéraire qu'on visait, c'était un itinéraire en plaquage de neige et glace. Il y a peu de rochers dans l'ascension. Et donc la consistance du matériau, si c'est de la neige pulvérulente ou si c'est du bon plaquage, et quand on va planter le piolet, ça va faire quick, ça va bien tenir. Ça, c'est pas évident de le savoir d'en bas. Ensuite, le jour d'après, Manuel et Victor sont arrivés. On arrive au camp de base du coup à 4920, qui a été établi par les copains, ils sont arrivés hier. Voilà un terrain montagneux, terrassé par la main du maître Martin pour ses poteaux. C'est vraiment un frère, sympa. Dans les journées d'observation, j'oublie ça, c'est vrai que c'est important. On s'est remis d'accord sur le fait qu'on acceptait de s'engager dans la paroi. Enfin, moi, je l'ai particulièrement, mais eux aussi ont le poids de l'expédition de l'équipe précédente, qui s'était finie d'un côté par une réussite, mais de l'autre côté par une tragédie avec 3 de nos amis qui sont morts au Népal. Donc ça servait à ça de passer ces 2 jours tranquillement au camp de base, de bien étudier la paroi et que chacun soit clair avec ses intentions de s'engager dans la face ou pas. Bon, déjà, on est parti du camp de base, on est parti le matin, enfin de nuit. On a dû mettre 3 heures sur le glacier là, avant d'arriver au pied. Voilà, 5h30 à l'arrivée, à peu près 5005. Et là, on savait pas si ça allait marcher en fait. On savait pas si c'était poudreux, on était foutus quoi. La face, elle marchait pas. Et là, la face, on passe l'arrimée, la face, elle se redresse. Et là, c'était un peu le coup de piolet qui allait tout déterminer quoi. Et là, on a mis ce coup de piolet et là, on a vu que c'était quick. Et là, on s'est tous regardés en mode, bah là, ça va marcher, quoi, ça va le faire. Martin, à la longueur de mixte un peu raide. Non, c'est décalé à droite, là, avec Vic. Prendre la cheminée. Un petit peu comme le Chapalca, c'était voilà, pareil, des longueurs où tu protèges un peu mal. Mais c'est jamais dur de progresser. Les piolets rentrent bien, t'es assez confiant. En fait, pour réussir à bien protéger, il faut casser la croûte comme ça. Il faut aller au fond chercher la vieille glace et là c'est béton. Le bivouac il est juste là, on va y arriver. Ce bivouac, alors il n'est pas sorti de nulle part parce qu'en fait on l'avait repéré, on l'avait même bien repéré. Et je me rappelle avoir passé la tête
vu la plateforme, et là m'être dit mais là c'est absolument mythique, on est en train de vivre un truc de fou. On va se mettre une night, mais trop bien quoi. Un bivouac, t'es même pas vaché, il y a 2 tentes qui rentrent, tu peux te balader tranquille. Et en plus, c'était quand même une face avec quelques risques objectifs, et là on était sous un énorme toit. Du coup, la nuit, c'était tranquille, on n'avait pas de stress, pas de pression de quoi que ce soit. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire que des vols la journée. Et là, du coup, bon, je sais même pas si vraiment on peut le compter comme un premier bivouac, c'est du camping quoi. « 5975 », ce qui veut dire qu'on est à peu près à 200 mètres du sommet. Là, la petite tranchée creusée par Martin. Là, je suis juste derrière. Et là, on a 30 mètres à faire pour aller faire voler dans un sérail. Et voilà les dernières longueurs dans la neige méga profonde. Il faut creuser 1 mètre en fait pour trouver de quoi mettre des broches. Donc il y avait le doute des séracs, le doute de cette neige inconsistante et le doute de cette dernière longueur, comment on va sortir au sommet quoi. Et on entendait Manu, on faisait défiler un peu de cordes, il avançait doucement, il avançait, mais bon ça avançait donc c'était cool. Puis au bout d'un moment donné, ça avance vite, et là on se dit ok, bah c'est bon, là il est sorti quoi. Ça me met des frissons quoi, d'en reparler, là je remets le truc. Non, ça m'a dit quoi pas. Et souvent cette petite dernière là. Il se laisse désirer ce sommet. Putain. Et voilà, le premier au sommet, ça sera Victor. Avec Mathieu, on était vraiment ravis. Cette expédition a été une immense réussite. Passer la barre des 6000, c'était très symbolique pour moi. Ça m'a donné envie de prendre plus le temps dans les voies, d'aller dans des trucs peut-être un peu plus ambitieux. Je me sens plus aguerrie et plus prête. Et c'est un super sentiment. Ça m'a surtout motivé à aller retourner faire plein d'autres expés, je pense. Ouais, on a vécu des trucs forts et c'était génial. Ensuite, c'est eux, il faut qu'ils se sentent complètement libres. S'ils poursuivent dans l'alpinisme vraiment engagé, de performance, nous on sera très heureux et on sera là pour aussi nous solliciter pour donner des conseils. Mais s'ils passent à autre chose, on sera très heureux de les revoir et ils seront passés à autre chose et ce sera très bien aussi.